Bonjour à vous voyageurs. Le Groenland, situé en Arctique, est l'objet de nombreuses spéculations. Qu'est-ce qui peut bien intéresser le nouveau président américain sur ces terres désertes et quasiment entièrement recouvertes de glace? Je me suis donc mise à enquêter et j'ai découvert qu'en fait il y a beaucoup plus de choses étranges que je ne le croyais sur cette île qui est la plus grande du monde. Alors plongez avec moi dans les mystères de l'Arctique. Au programme de cet épisode, base militaire secrète, légende des Inuits et nous allons approfondir le sujet d'Agartha et du mystérieux monde souterrain. Mais avant toute chose, soyez les bienvenus sur ma chaîne La Carte du Surnaturel. Je m'appelle Marie-Élise, j'étudie les lieux étranges et j'enquête sur les mystères de notre planète. Allez, c'est parti! Alors je sais, dans le domaine du surnaturel, on parle beaucoup plus souvent de l'Antarctique au sud que de l'Arctique au nord. Et ne vous inquiétez pas, je vous ferai très bientôt un sujet sur le pôle sud. Mais j'ai trouvé qu'en fait, l'Arctique est beaucoup plus intéressante que sa sœur jumelle située de l'autre côté du globe, car notamment elle est habitée. Il faut savoir qu'au pôle sud, en Antarctique, il n'y a en fait que des touristes et des expéditions scientifiques qui s'y rendent. L'Arctique est en fait une région qui englobe tout le pôle nord de notre planète et qui est en fait partagée entre plusieurs pays. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le Groenland qui appartient au Danemark. Lorsque Donald Trump a fait l'annonce récemment de vouloir s'approprier le Groenland, ce n'était pas nouveau. En fait, il avait déjà fait cette proposition lors de son précédent mandat qui avait commencé en 2019. Et il faut savoir qu'en 1946, Harry Truman, alors président des USA, avait mis sur la table 100 millions de dollars en or pour tenter d'acheter le Groenland. Ça paraît complètement fou aujourd'hui de vouloir s'approprier un pays et de l'acheter concrètement, mais en fait, c'est arrivé de très nombreuses fois dans le passé. La Louisiane, par exemple, a été achetée à la France en 1803 pour 15 millions de dollars américains. Bien sûr, on pense à la cohérence territoriale, c'est assez évident dans le cas de la Louisiane, mais très souvent, ce qui est en jeu dans ces achats et ces échanges de territoire, c'est bien évidemment le positionnement stratégique, militaire, géographique, mais aussi les ressources naturelles présentes sur place. Mais une terre, ce n'est pas que des ressources naturelles, c'est aussi des habitants. Et je le mentionnais en début de vidéo, au sujet de la différence entre l'Arctique et l'Antarctique. En Arctique, il y a des habitants. Alors certes, ils ne sont pas nombreux, ils sont environ 56 000, ce qui en fait le pays le moins densément peuplé au monde, mais ils sont présents quand même. Ces natifs habitent sur place depuis au moins les 4500 dernières années et leur culture est formidablement riche. Aujourd'hui, on pense que la plupart sont issus de la migration depuis le Canada et une partie, dans la partie la plus au sud de l'île, viennent en fait, ce sont des vikings qui viennent des pays nordiques. Et on sait que ces vikings s'y sont installés à partir à minima du 5e siècle de notre ère et ils sont restés en bordure en fait du territoire, là où les terres étaient cultivables, en créant des sortes de colonies qui ont atteint maximum 2000 personnes. On sait par ailleurs que les populations natives, quand elles ont vu arriver des personnes d'autres pays, n'ont pas fait preuve de la plus grande hospitalité. Et comment ne pas les comprendre? Vivre au Groenland, c'est accepter qu'il n'y a en fait pas de route entre les villes et les villages, tout simplement parce qu'elles sont constamment recouvertes de glace. Les gens se repèrent grâce à des sortes de structures qu'ils font en cailloux au fur et à mesure. C'est aussi accepter qu'en hiver, il faut parfois être ravitaillé en hélicoptère, hiver qui peut durer jusqu'à 3 mois sans voir le soleil apparaître. C'est une vie rude, mais certainement magique en tout point, où les gens vivent en fait en accord avec la nature et les esprits qui y vivent. Et d'ailleurs, cette terre, ils l'appellent Kalalit Nunaat, c'est-à-dire la terre du peuple. Le système de croyance inuit est centré sur le fait que l'ensemble du monde visible est gouverné par des esprits qui s'appellent les Inuits.
Et ces Inuits sont utilisés pour décrire des lieux physiques qui ont pris des qualités et des passions humaines. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, il y a l'Inuit d'une certaine montagne ou d'un certain lac. Les Angakok ou chamans sont en fait les protecteurs de la communauté et ils font aussi le lien entre les êtres humains et ces puissances surnaturelles. Ils sont aussi en charge de la bonne magie ou de la magie bienfaisante, par opposition à la magie maléfique des sorcières, mais aussi de certaines créatures magiques. Un de leurs cryptides les plus connus est l'Amarok ou le loup solitaire, qui est capable de prendre l'âme de toute personne qui s'en prendrait à lui. Sasuma Arna est la dame des profondeurs. C'est en fait une vieille femme qui habite au fond de l'eau et c'est elle qui régule la quantité de poissons que les hommes peuvent pêcher. Donc cette quantité de poissons étant évidemment nécessaire à leur survie, et les chamans prient, discutent très souvent avec Sasuma Arna pour pouvoir justement négocier une belle pêche et une belle quantité de poissons qui va assurer notamment leur survivance pendant le long hiver. Les Iñera, quant à eux, sont des esprits du feu qui vivent sous terre et généralement près des côtes. Ils se divisent en deux types, les Iñera supérieurs et les Iñera inférieurs. Les Iñera supérieurs, aussi appelés Mersugat ou Kudlit, sont des esprits amicaux à la peau pâle avec des yeux rouges et un petit nez. On raconte qu'ils aident les kayakistes égarés. Ils vivent dans des demeures raffinées et ils n'apparaîtraient qu'à ceux qui ont l'esprit assez ouvert pour les voir. Les Iñera inférieurs ou Adtlit sont assez différents. Ils ont aussi une peau très pâle et des yeux rouges, mais eux n'ont pas de nez et ils sont particulièrement craints. En fait, à l'opposé des Iñera supérieurs, eux sont connus pour tourmenter les kayakistes en difficulté et ils peuvent même aller jusqu'à les emmener sous l'eau pour les emprisonner. Et autant vous dire que les aventuriers qui ont cherché à venir sur ces terres étaient soit extrêmement courageux, soit totalement inconscients. Question que l'on peut véritablement se poser à la lecture de certains événements. Car au rayon des disparitions étranges, l'Arctique n'est pas en reste. La plus notable, qui vaut franchement la disparition du Dyatlov Pass, est celle de l'expédition Franklin. Menée par le capitaine John Franklin, deux navires nommés Erebus et Terror ont quitté l'Angleterre en 1845 pour tenter de passer à un endroit qui s'appelle le passage nord-ouest. Et ils ne revinrent jamais. C'est 128 hommes qui ont disparu et il fallut plus de 150 ans pour les retrouver ou en tout cas essayer de comprendre ce qui leur était arrivé. Les traces montrent qu'ils ont cherché à survivre pendant au moins 2 ou 3 ans. Et les Inuits présents sur place expliquent qu'ils ont bien vu ces hommes. Ceci dit, ils ne les ont pas approchés car apparemment ils étaient en train de s'entre-dévorer. Des messages de détresse ont été retrouvés, laissés par le capitaine notamment, sous les cairns qui étaient le long de la côte. Alors les cairns, ce sont ces fameux monticules de pierre, en fait ça fait des sortes de structures de pierre en équilibre. Comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas de route entre les villages car elles sont constamment recouvertes de glace, de neige et donc on ne peut pas faire de route. Les cairns sont faits par les natifs pour justement pouvoir se repérer dans le paysage. On a retrouvé sous ces pierres des messages. Grâce à ces messages et notamment les traces qu'on a retrouvées, on a pu comprendre que la pneumonie, le scorbut et d'autres affections, notamment le manque de vitamines, ont été aussi à l'origine du décès de la plupart des membres d'équipage qui avaient cherché à se débrouiller en montant sur la terre, donc en quittant les bateaux. Mais surtout, on a retrouvé de très fortes concentrations de plomb dans leur corps. Vous le savez, cela provoque le saturnisme. Alors on a
a cherché à comprendre d'où pouvait venir ce plomb. On a tout d'abord incriminé le système pour fermer les boîtes de conserve. Cependant, par la suite, on a compris que ce système était utilisé depuis longtemps et qu'il n'aurait pas pu contaminer la nourriture. Ensuite, on a parlé de l'étain, qui est un alliage de plomb et d'argent, et donc qui servait à faire, si ce n'est les couverts, à minima les timbales en fait, qui étaient utilisés pour boire et pour manger. Ou encore du système de désalinisation de l'eau de mer qui aurait produit des traces de plomb dans l'eau qu'ils ingéraient au quotidien. Alors je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que très franchement, la marine anglaise n'était pas super bien préparée pour l'expédition. Et puis que dire de l'histoire quasiment oubliée du Nautilus de Wilkins, presque 100 ans plus tard, en 1931, un navire submersible commandé par Sir Hubert Wilkins, un scientifique aventurier australien, échoua dans sa tentative de traverser le pôle Nord, malgré des efforts de Wilkins lui-même pour essayer de forcer l'équipage à y aller malgré tout. Équipage qui n'en pouvait plus, notamment parce que le submersible n'était pas équipé ni en chauffage, ni en isolation. Il était extrêmement petit, il n'y avait pas d'endroit pour s'asseoir. Les couchettes, quant à elles, étaient partagées par tour de garde par les personnes qui étaient donc par l'équipage en fait de Wilkins. Et tout le monde en avait marre, à tel point qu'on s'est demandé s'ils n'avaient pas eux-mêmes saboté le système du submersible pour pouvoir descendre sous l'eau, puisqu'à un moment, lorsque le capitaine les a forcés à continuer, au moment d'activer ce mécanisme qui devait faire descendre le submersible, ils se sont tout simplement aperçus que le mécanisme n'existait plus. Alors, ils ont dit il a dû tomber tout seul, en même temps ça paraît étrange, mais on pense que l'équipage lui-même a saboté son propre vaisseau tellement les conditions étaient compliquées. Wilkins, quant à lui, voulait absolument continuer car il avait obtenu des fonds, il avait vendu les droits d'exclusivité pour cette expédition qui d'ailleurs s'annonçait grandiose. Il devait avancer le plus loin possible, puis faire descendre le submersible sous l'eau et avancer pour passer le pôle sous l'eau, tout ceci étant coordonné avec un dirigeable qui devait le suivre en fait à la surface pour au moment de réapparaître, eh bien qu'il y ait une sorte de finale un peu grandiose où les deux véhicules se retrouveraient. Malheureusement, ce fut un échec. Le Zeppelin, quant à lui, fit demi-tour, puisqu'en fait, à partir du moment où ils réussirent malgré tout à faire descendre le submersible sous l'eau, il était prévu qu'ils puissent faire des carottages, en fait, grâce à des machines pour avancer dans la glace et essayer de savoir ce qu'il se passait dans la glace au-dessus. Ces carottages ont complètement échoué, malgré plusieurs heures à tenter de manœuvrer les machines qui étaient censées creuser. Ils n'arrivaient qu'à creuser que sur quelques centimètres. C'est à 800 km des pôles que finalement Wilkins donna enfin l'avis que tout son équipage attendait. Mission abort, on repart, la mission est terminée et c'est un échec. Wilkins aura du mal à s'en remettre, il perdit énormément d'argent car bien évidemment il avait dû tout investir pour pouvoir faire cette expédition et tristement son histoire tomba aussi dans l'oubli alors qu'elle est assez formidable parce que faire partir un submersible avec un dirigeable en même temps à la surface, c'était une idée complètement grandiose, encore une de ces idées d'explorateurs absolument incroyables, et cet échec marqua l'oubli de l'expédition Wilkins. Parce qu'en fait, il faut comprendre que plus des 3/4 du Groenland sont recouverts par une des plus grandes calottes glaciaires du monde. C'est la plus grande après le pôle sud, donc l'Antarctique. C'était il y a environ 450 000 ans que cette terre était verte. Depuis 450 000 ans, elle est recouverte de glace. Et bizarrement, c'est pourtant l'idée d'une terre verte, Greenland, en fait en français on dit Groenland, mais en anglais cela se prononce Greenland, la terre verte, qui est restée au sujet de cette île. Alors pourquoi ? Parce qu'en 892 avant notre ère, un viking extrêmement connu qui s'appelait
Éric le Rouge est parti d'Islande et il a trouvé cette terre extrêmement fertile. Alors peut-être comparé à l'Islande qu'il connaissait, il fait partie justement de ces Vikings ayant colonisé la partie sud de l'île et en fait il y est resté pendant au moins 3 ans à cultiver un lopin de terre le long de la côte. Hey, si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner bien sûr, mais surtout partagez-la avec d'autres personnes que vous pensez que cela pourrait intéresser. Car je ne peux pas compter que sur l'algorithme de YouTube pour faire connaître mes recherches. Vous pouvez aussi bien sûr me laisser un commentaire, j'adore échanger avec vous, j'essaye de répondre à tout le monde. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez utiliser le bouton merci juste en dessous avec les Super Thanks. Alors ces dons sont extrêmement importants, non pas seulement pour le montant du don, mais parce qu'en fait cela permet de booster la vidéo et qu'elle soit montrée à encore plus de personnes. Enfin, si vous êtes intéressé par mon travail et par les coulisses de la chaîne, vous pouvez me rejoindre absolument gratuitement sur Patreon. Tous les liens sont en description. Allez, je vous laisse regarder la suite. Mais c'est bien la glace qui est la reine dans ce pays, c'est elle qui contrôle ce qu'on peut y faire ou non. Et c'est certainement la clé de compréhension de cette fameuse base militaire qui s'appelle Camp Century. Alors laissez-moi vous raconter, parce qu'en 2012, la NASA a découvert, grâce à des lidars, un peu comme ça s'était passé pour l'Amazonie, j'en ai parlé dans une vidéo précédente où on a découvert une cité cachée dans l'Amazonie, là c'est la NASA qui, grâce aux lidars, a découvert une base militaire en Arctique que tout le monde semblait avoir oubliée. Et oui, puisqu'entre 1959 et 1960, l'armée américaine a construit une base militaire secrète au Groenland. Cette base militaire, donc nommée Camp Century ou encore Cité sous la glace, était prévue pour avoir 21 tunnels souterrains sur une longueur totale de 3 km et un réacteur nucléaire PM2 pour l'alimentation électrique. Oubliez? En fait, pas vraiment. La construction de Camp Century a été bien évidemment un défi logistique énorme. Les ingénieurs de l'armée ont dû transporter 6000 tonnes de matériel dans la glace, sous la neige, dans des conditions bien évidemment terribles, avec des traîneaux extrêmement lourds, progressant à la vitesse d'environ 3 km/h dans des conditions extrêmes, atteignant les moins 70 degrés Celsius et avec des vents soufflant jusqu'à 200 km/h. Et le projet complet, nommé Ice Worm, qui veut dire ver de glace, était encore bien plus énorme que cela, mais spoiler alerte, ça s'est avéré bien plus compliqué que prévu. Mais enfin, il n'était pas au courant de l'expédition Franklin et des différents échecs précédents. Il aurait peut-être fallu se renseigner avant. Bilan, tout a été laissé sur place, y compris les déchets nucléaires. Parce que le réacteur nucléaire de Camp Century a produit plus de 178 000 litres de déchets radioactifs pendant ces 33 mois de fonctionnement. Et ces déchets, laissés sur place lors de l'abandon de la base, sont menacés à l'occasion du réchauffement climatique. C'est une blague. À croire que personne n'est au courant qu'il y a quand même des animaux mutants autour de Tchernobyl, c'est-à-dire il y a des chiens et des loups qui ont muté à cause des dépôts radioactifs là-bas. A-t-on vraiment envie qu'il y ait des ours, des caribous, des morses mutants là-bas? Puis c'est quoi cette obsession de creuser sous terre? À la base, 134 700 km de tunnels étaient prévus. Alors on a souvent parlé d'endroits souterrains, de cités souterraines, de tunnels. Je vous laisse une playlist ici et il faut avouer qu'on va en reparler souvent parce que c'est un sujet hyper intéressant. Mais très franchement, au pôle, c'était extrêmement audacieux. C'était audacieux et ambitieux. Et pourquoi c'est ambitieux? Eh bien parce que creuser là-bas, ça serait peut-être éventuellement tomber sur une des entrées de la Terre creuse. Alors, on en a déjà parlé au sujet de l'Amazonie très récemment, mais il y a plusieurs entrées de la Terre creuse ou d'Agartha, de ce royaume souterrain mythique. Où est-il réel?
Et ces fameuses entrées seraient notamment au pôle Nord, au pôle Sud, à Paris, certainement en lien avec les catacombes, à Staffordshire en Angleterre, à Montréal au Canada, à Hangzhou en Chine, on en a déjà parlé à l'occasion des portes de l'enfer, et bien sûr dans la forêt amazonienne, comme je vous le disais, c'est déjà été évoqué très récemment dans une de mes vidéos. Et concernant le pôle Nord, eh bien, écoutez, les légendes inuites en parlent de cette entrée du monde souterrain. Laissez-moi vous lire un passage. La terre, soutenue par la mer, repose sur des piliers et recouvre le monde souterrain, auquel on accède par diverses entrées depuis la mer ainsi que par des parties de montagne. Au-dessus de la terre se trouve un monde supérieur avec un ciel bleu au-delà. Les Inuits croient que le monde supérieur possède une terre réelle avec des montagnes et des vallées. Après la mort, les Inuits croient que les âmes humaines vont soit dans le monde supérieur, soit dans le monde inférieur. En fait, les Inuits préfèrent le monde inférieur car il est chaud et la nourriture y est abondante, alors que les âmes qui vont dans le monde supérieur souffriront du froid et de la famine. Les Inuits du Groenland croient qu'après la mort, les gens peuvent réapparaître sous forme de fantômes. Du coup, c'est eux-mêmes les Inuits natifs du Groenland qui nous expliquent qu'un monde inférieur existe. Les théories concernant la Terre creuse sont nombreuses et franchement elles sont sans fin. Elles ont alimenté de très nombreuses théories alternatives, notamment portées par tout le mouvement New Age. Certains d'entre eux ont suggéré que des êtres supérieurs possédant une sagesse ésotérique habitaient des cavernes souterraines dans une terre creuse. Certains prétendent aussi que les ovnis y auraient une base secrète. Là, je fais une boucle sur les OSNI, OSNI, objets sous-marins non identifiés, dont nous avons parlé à l'occasion des drones du New Jersey. Et effectivement, les Inuits semblent nous décrire un monde souterrain dont il y aurait des entrées à la fois par la mer et aussi sur les montagnes, ce qui semble recroiser des observations qui ont été faites de nombreuses fois avec des ovnis. À défaut d'être des objets sous-marins non identifiés, ils viendraient peut-être dessous la terre à travers des entrées qui passent par la mer. Le concept d'Agartha est apparu quelques années après la publication du mythique livre Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Ce livre est un roman d'aventure écrit en 1864. Il raconte une fiction souterraine avec la découverte d'un manuscrit runique ancien par un savant allemand qui décide avec son neveu et leur guide d'entreprendre un voyage au centre de la Terre en y entrant par un volcan islandais éteint, le Sneffels. C'est donc juste à côté du Groenland. Pour moi, ce livre a posé les bases de la version européenne de cette fameuse terre creuse habitée. L'Agartha est une cité, un royaume ou un monde souterrain mythique. Sa description est apparue dans la littérature française au XIXe siècle au sein d'ouvrages romancés témoignant de légendes et de mythes hindouistes et bouddhistes. Cette légende aurait ensuite été reliée aux mythes des mondes disparus, l'Hyperborée, l'Atlantide, la Lémurie, et à partir des années 1950, tout cela s'est mélangé pour faire le mythe de la Terre creuse. L'Agartha est en général présenté comme un monde idéal dépositaire de connaissances ou de pouvoirs surnaturels. Ce serait un monde souterrain où la violence n'existe pas et où la paix règne partout. Le nom en lui-même, Asgartha, apparaît en fait en 1873 dans un livre de Louis Jacolliot. Ce livre s'appelle Le Fils de Dieu et en fait, Asgartha signifie la ville du soleil. Et puis ça s'est transformé en Agartha, c'est-à-dire insaisissable à la violence, inaccessible à l'anarchie, dans l'ouvrage Mission de l'Inde en Europe d'Alexandre Saint-Yves d'Alvèdre en 1910. C'est donc tout un ensemble de mythologies dont nous pourrons à nouveau reparler car j'aimerais pouvoir vous faire des vidéos sur toutes les entrées proposées pour Agartha, mais en fait, en gros, cela a été un mélange de théories scientifiques et d'idées sur une cité ancienne, perdue,
qui aurait pu aller avec des habitants qui auraient pu aller se cacher sous terre en fait, et cela reste encore énormément répandu avec des mélanges sur des peuples lézards souterrains. Cette légende de la cité d'Agartha en fait permet de faire un conglomérat, de mélanger plein de croyances différentes et reste encore extrêmement présente dans de nombreuses croyances et théories alternatives. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que dans le lore cryptozoologique infini du Groenland, a priori ça serait une des terres où il y a le plus de créatures cryptozoologiques, il y a des nains. Et les nains, on le sait, sont des créatures qui sont généralement associées à l'idée de creuser, de faire des tunnels, d'aller chercher des trésors sous la terre. Ce sujet-là, s'il vous intéresse, j'en ai déjà parlé sur les créatures fantastiques en France. Si vous souhaitez creuser le sujet, n'hésitez pas à aller la voir. Ces nains ont un nom absolument imprononçable, c'est Inuartutligat. Je vous demande par avance de m'excuser si vous parlez le groenlandais. Et en tout cas, ils sont redoutables et dotés d'un pouvoir mortel. Ils peuvent tuer n'importe quelle créature simplement en la pointant du doigt. Et ces nains, bien que petits, sont incroyablement puissants. Leur maîtrise des armes fait d'eux l'une des créatures les plus dangereuses à rencontrer au Groenland. Lorsque Donald Trump propose d'annexer le Groenland, connaît-il la profondeur des mystères de cette terre? Lui, il évoque ouvertement des raisons d'origine militaire et donc stratégique par rapport aux États-Unis. Mais c'est à mon avis essayer de nous divertir d'une réalité économique absolument évidente. Le Groenland a un très fort potentiel pétrolier et minier. Je vous lis ce qui est disponible sur Wikipédia à ce sujet et qui est donc forcément absolument pas exhaustif. Les eaux côtières du Groenland recèleraient les réserves de pétrole équivalentes à la moitié de celles de la mer du Nord. Le réchauffement climatique va faciliter l'accès à ces ressources. L'US Geological Survey estime les réserves pétrolières à la moitié de celles de l'Arabie Saoudite. C'est donc énorme et cela représenterait environ 10% des réserves mondiales connues. Les réserves de gaz, quant à elles, sont aussi extrêmement importantes, mais elles n'ont pas été évaluées précisément. Wikipédia rajoute aussi que à la pointe sud de l'île, dans le sous-sol du plateau surplombant la ville de Narsak, la compagnie australienne Greenland Minerals and Energy a découvert ce qui pourrait être le plus grand gisement mondial de métaux rares. Il n'est plus qu'à espérer que les esprits qui protègent cette terre puissent la protéger encore le plus longtemps possible et qu'elle ne se transforme pas comme l'Australie en un véritable gruyère où les natifs cherchent à survivre, mais où on s'aperçoit que les forces de la nature, celles-ci étant parfois surnaturelles, se protègent leur terre et les habitants natifs. Si le sujet des créatures qui protègent leur territoire vous intéresse, je vous laisse ici et là 2 vidéos pour approfondir. Si vous retrouvez le bouton like, essayez de me le ramener. Il est parti faire du ski en Arctique. Depuis, je ne l'ai pas revu. Et d'ici à la prochaine vidéo, portez-vous bien. Je vous dis ciao. Comme je me suis bavée sur le visage et que je ne sais pas si ça se voit à l'enregistrement, je vais le refaire.